Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, on nous a parlé précédemment un petit peu de l'objectif à atteindre, hein, et je crois que là j'ai la lourde tâche d'essayer de montrer comment on peut y parvenir. Hein. Donc, et Synergie Maintenance se veut effectivement un moyen de parvenir à progresser dans le domaine de la santé et sécurité au travail, notamment dans celui lié aux opérations de maintenance. Alors par contre, j'ai quelques craintes parce que moi je sens déjà très fort le rayonnement du carton rouge, mais je vais quand même m'efforcer d'avancer. Alors la présentation, je vais la faire un petit peu en deux temps. Je vais tout d'abord commencer par présenter la démarche de prévention sur laquelle s'appuie Synergie Maintenance, et dans un deuxième temps, l'outil qui a été donc réalisé par le groupe de travail pour pouvoir justement aider à mettre en œuvre cette démarche de manière très très pratique. Le constat initial, je voudrais dire que déjà au sein de la filière maintenance, quelle que soit la formation, celle du bac pro MEI, celle du BTS MI et celle du DUT GYM, toutes ces formations intègrent une formation en santé et sécurité au travail. Ça, c'est déjà une première réalité depuis de nombreuses années. Si on regarde plus particulièrement le bac pro MEI, le BTS MI, là où donc les effectifs sont les plus forts, cette formation vise l'acquisition d'une compétence que l'on retrouve dans les référentiels. Cette compétence, elle est identifier les dangers, définir et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées. Il est important de se rendre compte que cette formation, bien sûr, il y a des apports théoriques, mais ce qui est très important, c'est de savoir que la mise en application se fait dans le cadre des travaux pratiques réalisés dans le centre de formation. Et le fait de dire cela, ça nous amène tout de suite à parler des limites de ce type de formation, à savoir que les dangers présents dans nos établissements de formation ne sont qu'une très petite illustration des dangers que l'on peut rencontrer en milieu professionnel. À partir de là, effectivement, on va partir avec un déficit. Comment acquérir une compétence avec une visée de travail dans le milieu professionnel si déjà les supports sur lesquels on travaille sont limités? Donc l'idée de base de Synergie est effectivement de dire allons voir dans les entreprises, et c'est là qu'il va falloir effectivement s'attacher à acquérir, en tout cas à compléter la formation dans le domaine de l'acquisition de cette compétence. Donc l'objectif de Synergie Maintenance, il est de contribuer à l'acquisition de compétences en SST par la mise en œuvre d'une démarche de prévention sur des situations réelles de maintenance qui se situent en milieu professionnel. Pour atteindre cet objectif, il y a effectivement toute une méthodologie de mise en œuvre que je vais essayer de résumer relativement simplement. Dans un premier temps, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut sensibiliser à la nécessité de maîtriser les risques. Il va falloir ensuite former à la démarche de maîtrise de risque. Cette démarche, il va falloir l'appliquer. Et dans un premier temps, l'application se déroulera bien en centre de formation. Comme la visée se situe de la mettre en œuvre en milieu professionnel, il va falloir effectivement présenter cette démarche et le logiciel qui est associé, l'outil associé au tuteur de l'entreprise. Il va falloir ensuite, et ça va être le travail de l'apprenant, l'appliquer en milieu professionnel. N'oublions pas que la visée est l'acquisition d'une compétence qui doit être évaluée dans le cadre de l'examen. Donc ça veut dire que le travail réalisé sera présenté, le travail de l'apprenant sera présenté au tuteur de l'établissement, également au formateur chargé du suivi, pour pouvoir être ensuite évalué, de manière un petit peu à boucler effectivement cette démarche. La démarche utilisée dans Synergie, c'est la démarche effectivement que l'on va retrouver dans la norme, l'ISO 14121. C'est donc la démarche d'appréciation des risques, son intitulé exact qu'on retrouve dans le niveau de la norme. Et c'est bien cette démarche qui permet aux entreprises d'aboutir à la rédaction du document unique. Cette démarche se présente en 3 étapes. La première étape consiste à analyser les risques. La deuxième consiste à les évaluer. Évaluer, c'est effectivement pouvoir répondre à une question très très simple. Est-ce qu'on peut aller travailler au sein d'une situation de travail en sécurité et en préservant sa santé? Si oui, il ne reste plus qu'à aller bosser. Par contre, si on répond non, à ce moment-là, il va falloir effectivement définir des mesures de suppression et de réduction de risques. Ces mesures de suppression et de réduction de risques, il faudra à nouveau les analyser pour voir si on n'a pas introduit de nouveaux dangers. De cette manière, on pourra boucler. Je vais maintenant détailler un petit peu plus la phase qui est la première étape, qui consiste à analyser les risques. Pour analyser les risques, il faut tout d'abord définir le cadre de cette analyse. On va devoir d'abord fixer des limites qui vont être des limites spatiales,
des limites temporelles. On sait très bien que les risques ne sont pas obligatoirement les mêmes si on travaille de jour, de nuit, si on travaille en semaine, si on travaille en week-end. Et il y aura également des limites qui vont être associées au contexte de production, selon le type de production en cours au moment où l'on intervient, selon effectivement, je dirais, les plannings de réalisation qui sont plus ou moins tendus, sur lesquels on intervient à un moment donné. Après avoir défini ces limites de la situation de travail, on va s'attacher à identifier les situations dangereuses. Et la situation dangereuse a un préalable, c'est l'identification des dangers. Donc voilà, il va falloir s'efforcer d'identifier les dangers au sein d'une situation de travail. On va bien sûr mettre au centre le ou les intervenants de maintenance, mais on va s'apercevoir à un moment donné qu'il y a peut-être d'autres intervenants, il y a peut-être des opérateurs de production, il y a peut-être des intervenants d'entreprises extérieures, il faudra prendre en compte cette réalité. Et la question est de savoir, est-ce qu'il y a des dangers présents dans cette situation de travail ? Ces dangers, on va les analyser à travers différents paramètres. Tout d'abord, la personne qui se trouve dans cette situation de travail, elle y est parce qu'on lui a confié un travail, on lui a confié une tâche. Donc on va aller regarder le travail qui lui a été confié. Ce travail va peut-être présenter des conditions de travail dangereuses, va peut-être présenter des dangers qui sont liés aux opérations à mener. Il y aura peut-être des dangers également liés aux différents moyens utilisés. Ce travail, il va s'effectuer sur des équipements. Donc on va aller regarder quels sont les dangers qui sont liés à ces équipements, notamment tout ce qui concerne les énergies d'alimentation, mais les énergies également de transformation, les énergies également résiduelles que l'on peut retrouver au niveau du produit ou du système. Sur ce matériel, on va être également confronté à des problèmes de type forme agressive. Beaucoup d'accidents sont liés au fait qu'à un moment donné, il y a perte d'équilibre et puis on se récupère sur le système. Donc en fonction des formes sur lesquelles on va attirer, effectivement, le danger, plutôt le dommage sera plus ou moins important. Le matériel sont là effectivement pour transformer de la matière d'œuvre. Donc on va être confronté aux dangers spécifiques aux produits. On aura peut-être également des formes agressives, mais on aura peut-être d'autres caractéristiques dangereuses. Il va falloir les identifier. Tout ceci se passe dans le cadre d'un environnement qui peut présenter des ambiances dangereuses, qui peut également présenter des circulations avec des dangers, parce que c'est glissant, parce que c'est encombré, parce que effectivement c'est dégradé. Tout ceci également rentre dans le cadre d'une organisation. Il peut y avoir des dangers qui sont liés à des défauts d'organisation, notamment quand on travaille, par exemple, avec des documentations qui ne sont pas mises à jour, qui ne sont donc pas le reflet de la réalité, ou bien quand on se trouve avec des équipements mal identifiés. Et on n'oubliera pas non plus qu'il peut y avoir des dangers qui sont liés aux intervenants. Travailler alors effectivement en situation de stress, travailler en état de fatigue excessive, travailler sur des situations qui nécessitent de l'expérience alors que c'est la première fois qu'on va découvrir effectivement le travail, tout ça, ça présente des dangers. Donc on se rend compte que les dangers sont très très divers, très très variés et que tout ça, ça se combine et ça devient très très complexe. Derrière cette identification des dangers, le but est d'aboutir à l'identification des situations dangereuses. Donc, point de départ, je vais repérer le danger. Sur cet exemple, effectivement, il est illustré par une charge en hauteur. À la fois charge parce qu'effectivement, on a des sacs là sur une palette, mais on a également tout l'élévateur qui se trouve en position haute. Donc, cette charge en hauteur constitue un danger. On pourra l'exprimer à travers l'énergie qui est emmagasinée, l'énergie mécanique potentielle, et qui peut se libérer en énergie cinétique. On distingue également dans cet exemple qu'il y a une personne, mais que la position de cette personne au regard de la charge fait apparaître la notion de situation dangereuse. Et donc, travailler sous une charge est bien une situation dangereuse qu'il faut identifier. Il se peut maintenant que dans le cadre de cette situation dangereuse, il se passe un événement que l'on va appeler événement dangereux. Cet événement dangereux, il peut être d'origine technique, il peut être d'origine humaine. Dans ce cadre-là, il va consister par exemple, parce qu'il y ait une descente intempestive de la charge. Cet événement, heureusement, n'est pas certain. On va le caractériser par sa probabilité d'apparition. Et tout ceci peut entraîner effectivement l'apparition d'un dommage. Ce dommage, on va le caractériser à travers sa gravité. Ça va toucher une ou plusieurs personnes. Ça va être un accident qui sera grave, pas grave, on va dire sans arrêt de travail, grave avec arrêt de travail, ou après effectivement avec incapacité permanente. Et on sait très bien qu'il y a également de nombreux tués. Le dommage dans ce cas-là sera, par exemple, écrasement, fracture, décès. Voilà, on arrive donc par cette démarche à identifier des situations dangereuses. L'étape suivante consiste à estimer le risque. Estimer le risque, c'est quantifier. Quantifier à travers deux paramètres. On prendra donc en compte la gravité du dommage
on prendra également en compte la probabilité d'occurrence de ce dommage. Et pour chaque danger, pour chaque situation dangereuse, on va donc positionner le niveau de gravité, on va positionner le niveau de probabilité d'occurrence. Le risque sera donc positionné dans une matrice, sachant très bien que tous les risques qui se trouvent, plus c'est à droite, plus c'est en haut, plus effectivement c'est grave, plus effectivement il faudra mettre en place des mesures de prévention adaptées. L'estimation du risque. Quelques petites remarques. Effectivement, ça n'est pas une compétence qui se trouve aujourd'hui intégrée dans les référentiels de formation. Parce que, effectivement, être capable d'estimer, ça requiert une expérience. Les jeunes, effectivement, à la sortie de la formation, n'ont pas cette expérience. Mais le fait que ce ne soit pas évalué, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas formation. Et il faut effectivement que la formation amène les jeunes à être capables de caractériser le risque. La caractérisation, c'est ce qui va permettre l'estimation. Pour essayer d'illustrer ce que c'est que la caractérisation, je vais reprendre ici un exemple. Donc la tâche, on a une personne qui est chargée d'effectuer un contrôle de soudure par reçuage. Elle va donc être confrontée à des dangers liés aux produits de reçuage. L'événement dangereux peut être une étincelle, peut être le contact du produit avec la peau, avec les yeux. Le dommage résultant de tout ceci peut être un incendie, peut être des brûlures, dermatoses, peut être aussi une asphyxie. Alors, comment faire effectivement pour arriver à caractériser le risque? Premier cas de figure, une personne, 30 ans, elle est expérimentée sur ce type de travail. Elle doit donc mener son contrôle sur un cordon de soudure qui fait à peu près 50 cm. Son lieu d'intervention, il est dans une zone calme, bien ventilée, facile d'accès. Même travail. La personne un petit peu plus âgée, par contre elle est nouvelle dans le poste, c'est plus 50 cm, c'est 15 mètres de soudure. Ça se passe cette fois-ci dans une cuve. L'environnement est bruyant. L'environnement est bruyant, effectivement, l'accès est difficile. On se rend bien compte que les conditions ne sont pas les mêmes et que le risque n'est pas le même. Ce sont ces éléments-là qu'on doit retrouver dans la caractérisation du risque. Après ceci, on va passer donc à la dernière étape qui va viser à déterminer des mesures qui vont permettre soit de supprimer le risque, c'est ce qu'on cherchera en priorité, soit de le réduire. Les mesures de prévention qui seront définies doivent respecter les principes généraux de prévention. Ce sont des mesures de prévention qui sont du domaine de l'utilisateur. Et on s'attachera à rechercher des mesures de prévention en respectant cette hiérarchie définie dans les principes généraux. On regardera quelles sont les mesures organisationnelles, les mesures de protection collective, de protection individuelle, quelles sont les mesures complémentaires, quelles sont les mesures par instruction. Mais on ne va pas se limiter là. On va également faire appel aux capacités à proposer d'autres types de mesures. Ces autres types de mesures vont cette fois-ci pouvoir toucher à l'amélioration dans le domaine de la prévention intrinsèque, liée au système. On va donc demander des pistes d'amélioration. Voilà un petit peu les différents points de la démarche que l'on va retrouver dans l'outil. Et donc, maintenant, je vais m'efforcer de vous présenter l'outil qui a pour but d'aider à mettre en œuvre cette démarche et à simplifier ce travail. Il aurait dû mettre un générique son. Bon. Alors, dans ce logiciel, on se retrouve avec deux accès principaux. Un accès école, un accès entreprise. On va tout d'abord découvrir l'accès école et je vous montrerai en quoi l'accès entreprise diffère. Dans cet accès école, à nouveau, deux accès possibles. L'instruction d'un dossier d'études, la gestion des dossiers des bases de données. Ce deuxième accès est réservé aux formateurs et enseignants. On y rentre en y mettant un mot de passe. À partir de là, vous avez la possibilité de gérer effectivement les établissements, les classes, les entreprises. Les établissements, c'est l'établissement dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes sur plusieurs établissements, vous pouvez très bien les donner. On va faire apparaître les tuteurs, côté donc formateurs, qui vont être chargés du suivi des apprenants lors des différentes périodes de formation en entreprise. On va pouvoir gérer les classes. On va pouvoir gérer les élèves à l'intérieur de ces classes. On va pouvoir également gérer la notion de groupe, donc quand on affectera plusieurs personnes à un même travail. On va pouvoir gérer les entreprises dans lesquelles effectivement les jeunes vont effectuer leur période de formation entreprise et l'on va gérer les tuteurs chargés du suivi de nos jeunes en entreprise. On a la possibilité de créer, c'est à cet endroit-là qu'on a la possibilité de créer les dossiers d'études.
Pour créer un dossier, il s'agit effectivement de rentrer un nom de dossier, de lui donner un mot de passe et de renseigner un certain nombre de choses. Parmi ces choses, je vais tout d'abord m'attacher à définir quel va être l'enseignant chargé du suivi. Je vais également noter l'entreprise dans laquelle ça se passe. Et je vais aller chercher quel est le tuteur, parce que je le connais. À un moment donné, si j'ai dans le retour de convention, j'ai vu apparaître son nom. Donc je fais après tout ça. Je vais également affecter ce travail à un élève qui se trouve dans cette classe. Je confirme, le dossier est créé. J'en ai fini, je dirais, du travail dans un premier temps, du travail de l'enseignant ou du formateur. Je me situe maintenant en tant qu'apprenant. Je m'en vais dans instruction d'un dossier. Le dossier qui m'a été affecté porte le nom de dossier. Et je sais que pour y accéder, je dois rentrer le mot de passe. J'ai deux possibilités. Soit effectivement je travaille sur le poste sur lequel j'ai ouvert, ou soit, non, c'est en entreprise que je dois faire ce travail. Je vais exporter le dossier. Exporter le dossier, ça consiste à exporter le logiciel et le dossier correspondant. Je me retrouve donc sur une simple clé USB avec un outil autonome que je vais pouvoir installer très simplement sur n'importe quel micro. Je me situe maintenant donc dans le cadre où j'ai installé sur mon micro, je vais donc ouvrir ce dossier. Dans ce dossier, je retrouve les informations bien sûr qui ont été définies par l'enseignant ou le formateur. Éventuellement, je peux les corriger. Mais je vais surtout compléter par rapport au travail qui va m'être confié. Donc je sais que j'interviens sur un palettiseur. Je sais que ça se trouve dans le secteur de conditionnement. Le jour, je ne sais pas encore. Je vais définir donc les limites géographiques, le type de production en cours. Et puis, tiens, on m'a donné effectivement un document qui va me permettre d'appréhender le système. Donc je vais lui associer une photo que je peux visualiser à tout moment. Voilà le système sur lequel je vais devoir intervenir. Très bien. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir commencer mon travail d'identification. Je m'en vais donc dans l'onglet « Identification ». Les dangers sont classés en deux grandes familles. Les dangers qui sont liés à l'équipement et à son environnement. Bon, quoi que je fasse, du moment que je me rends sur le lieu de cet équipement, je suis confronté à ces dangers. Et puis, il y aura également les dangers liés à l'intervention, donc à l'acte de maintenance. Pour chacune de ces familles, je vais me retrouver avec des sous-familles de dangers. La première, énergie, ambiance, circulation, accès, produit, forme. Du côté intervention, j'aurai l'organisation, les conditions de l'intervention, la nature des opérations, les moyens utilisés et les intervenants. Je démarre par une première sous-famille et pour m'aider à identifier les dangers, je suis confronté à des questions. La première, par exemple, quelles sont les énergies qui alimentent l'équipement? Je vais avoir des sous-questions qui vont m'aider à y répondre. Est-ce qu'il y a présence d'énergie d'alimentation électrique? Je peux répondre soit oui, soit non, soit je ne sais pas. Si je réponds je ne sais pas, ça veut dire que je vais devoir aller chercher des informations complémentaires pour pouvoir répondre oui ou non. Donc oui, il y a bien énergie d'alimentation électrique. Deuxième question, présence d'énergie d'alimentation pneumatique. Je ne comprends pas bien en quoi ça représente un danger. Je vais pouvoir accéder, et ceci pour chacun des dangers, à une fiche ressources qui va m'expliciter, oui, le danger c'est quoi? La situation dangereuse c'est quoi? L'événement dangereux c'est quoi? Le dommage potentiel c'est quoi? Et également, j'aurai accès à un exemple d'un récit d'accident lié à ce type de danger. Donc l'idée est toujours d'accompagner la personne effectivement dans sa recherche des dangers et de compléter sa formation. Donc ceci va devoir être effectué pour l'ensemble des points. Donc je vais terminer simplement sur cette page pour montrer qu'on peut répondre. Voilà. Il y a 97 questions au total. 97 questions pour couvrir l'ensemble de la problématique santé-sécurité au travail. Ces 97 questions ne sont pas figées. Si un jour, effectivement, vous vous rendez compte, tiens, il y a tel point, je ne sais pas où trop le mettre, ça n'apparaît pas, pas de problème. Synergie et maintenance veut être un produit évolutif, adapté à la problématique réelle.
On fera remonter l'information et on l'intégrera si effectivement on se rend compte que c'est nécessaire. Quand j'ai effectivement identifié un danger, je ne dois pas m'arrêter là. Je vais passer à la phase suivante qui va viser à caractériser le risque. Présence d'énergie d'alimentation électrique, oh, je ne me souviens pas bien, à tout moment j'ai accès effectivement à la ressource. Je vais devoir, par exemple, compléter, je sais que là-dessus c'est du 3 fois 400 volts en alternative. Je vais comme ça donner un certain nombre d'informations. Je sais que les personnes qui vont intervenir, j'ai un intervenant, habilité BR. Je sais qu'il sera accompagné par un deuxième intervenant qui sera un B1. Je vais préciser à quel moment, effectivement, il risque de se trouver en situation dangereuse au regard de cette énergie électrique, notamment quand il va déconnecter le motoréducteur. Peut-être également quand il sera amené à faire la VAT dans sa phase de consignation. Quel est l'événement dangereux ? On sait effectivement que c'est le contact, par exemple, avec les bornes. Vous voyez, il s'agit effectivement de préciser le contexte dans lequel, effectivement, ce danger va pouvoir se traduire en situation dangereuse, pouvoir aboutir à un dommage. Le dommage potentiel, je ne m'en rappelle plus très bien. Pareil, j'irai rechercher ici, j'irai rechercher dans dommage, j'aurai des informations et je serai capable de compléter en disant, voilà, le risque, c'est un risque d'électrisation, c'est aussi un risque d'électrocution et c'est aussi un risque de projection, plutôt de brûlure, on va dire. Donc de brûlure et de lésion en cas de projection. De la même manière que tout à l'heure, je pouvais adjoindre des photos, je peux ici, pour chacun des éléments, ajouter un élément, quel qu'il soit, un média quel qu'il soit. Ça peut être un Word, ça peut être un Excel, ça peut être tout ce que vous voulez, un PowerPoint, ça peut être une vidéo. Je vais pouvoir intégrer mes données. Voilà. Ça permet d'illustrer. À tout moment, si j'ai un problème avec le vocabulaire, j'ai accès à un glossaire. Je vais donc maintenant terminer. Ma caractérisation étant terminée, je vais cocher. Je vous montrerai après à quoi ça sert. Je vais passer maintenant dans la phase de définition des mesures de prévention. Je retrouve mes 5 familles avec en plus la possibilité de faire de la recherche, de proposer plutôt des pistes d'amélioration. Dans cette famille, je retrouve avec des propositions. Ces propositions, il suffit de cocher celles effectivement qui nous concernent. Je fais n'importe quoi. C'est pareil, à un moment donné, j'ai terminé mon travail, je vais dire que c'est terminé pour ce danger. J'ai accès à tout moment à un tableau de bord. Ce tableau de bord, il est le récapitulatif de tous les dangers auxquels j'ai répondu oui ou j'ai répondu je ne sais pas. En fonction de la couleur ici de la petite bulle, je sais si effectivement le travail a été effectué ou pas. Tiens, là, je n'ai pas fait de caractérisation. Je vais y accéder directement, je vais remplir. À un moment donné, je vais dire que c'est terminé. Quand je reviendrai sur mon tableau de bord, effectivement, ce sera pris en compte. Je verrai apparaître ça sur la totalité, effectivement, des dangers identifiés. Mon travail est terminé. Je dois le présenter. Je vais aller ici, dans la partie impression. J'ai accès à tous les paramètres de ce qui a été rentré. Je peux sélectionner les paramètres qui m'intéressent. Ensuite, tout compte fait, celui-là. Donc, on visualise directement, effectivement, ce que l'on se propose d'imprimer. Et si on est OK, il n'y a plus qu'à imprimer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas... Oui. Fernand, il y a encore combien? Hein? Je le savais, je le savais. Bon. Donc voilà ce que l'on peut faire. C'est une petite partie à la possibilité de mettre des post-it pour pouvoir, parce que je suis prof, donc je vais regarder le travail de l'élève, je vais pouvoir lui mettre des post-it à l'endroit qui vont bien pour lui dire attention, tu as telle chose que tu n'as peut-être pas vue, est-ce qu'il manque telle information? Ça fait partie des choses que je peux faire. Je vous ai dit tout à l'heure que le travail pouvait être évalué. Je rentre dans le dossier, je rentre avec mon mot de passe prof, et à ce moment-là, j'ai accès à l'évaluation. Donc effectivement,
les dangers qui ont été identifiés. Le tuteur me dira « Ah, il y a tel et tel danger qui ont été identifiés à tort. Par contre, il y a tel et tel danger qui n'ont pas été identifiés. » Je pourrais ensuite noter de manière qualitative en quoi ces dangers sont pertinents, en quoi la caractérisation est pertinente, les mesures de prévention sont pertinentes. Je voudrais simplement terminer en disant ceci, c'est que Synergie Maintenance veut être une aide à la formation des apprenants, qui font partie de la filière maintenance industrielle. Ça veut être également une aide pour les entreprises. L'entreprise doit rédiger son document unique. Elle doit donc analyser toutes ses situations de travail, y compris celles de maintenance. Ça va être une aide pour pouvoir le faire. On veut que ce soit un produit qui soit accompagné évolutif. On a parlé tout à l'heure effectivement de centre ressources. Le réseau national maintenance industrielle et le centre ressources pour Synergie Maintenance. Ça veut donc dire effectivement que vous pouvez lui poser toutes les questions relatives à son utilisation. Vous pouvez lui faire remonter toutes les remarques et suggestions quant à ses évolutions. Et il faut savoir également que le RPMI met en place effectivement une réponse adaptée aux besoins des académies pour former les enseignants, je dirais, à ces outils. Je vous remercie.